Bismillahirrahmanirrahim. Dans la vidéo précédente, on a défini le métamorphisme qui correspond à un ensemble de transformations que subit une roche à l'état solide sous l'effet de variations de pression et de température. Ces transformations s'observent tant au niveau de la composition minéralogique de la roche qu'au niveau de sa structure. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des conditions ou bien des facteurs du métamorphisme qui sont principalement la température et la pression. Voyons d'abord l'effet de la pression à travers l'expérience de Dobré. Dobré a mis un mélange d'argile et de cristaux laminaires de mica dans un cylindre à piston muni de deux ouvertures rectangulaires à la base. Comme vous voyez, au début de l'expérience, les cristaux de mica sont inorganisés dans la roche, c'est-à-dire désorientés. En appuyant sur le piston, le mélange est soumis à une haute pression, bien sûr, et l'argile sort des deux ouvertures du cylindre en prenant un aspect feuilleté qui nous rappelle la fameuse structure des roches métamorphiques, la schistosité. On voit bien que les cristaux de mica sont alignés, sont orientés perpendiculairement à l'orientation des contraintes, c'est-à-dire perpendiculairement à la pression exercée par le piston. On conclut alors que la pression est le facteur responsable de l'orientation des minéraux de la roche qui subit le métamorphisme. Ainsi, la pression change la structure de la roche qui existe déjà et qui prend soit une structure de schistosité ou une structure de foliation, témoin des contraintes qu'elle a subies. Passons maintenant à l'effet de la température avec l'expérience de Winkler. Winkler a soumis des roches argileuses à des températures croissantes tout en appliquant une pression élevée et constante de 2 kilobars. Pourquoi 2 kilobars? Pour pouvoir étudier l'action de la température seulement. Donc, il a choisi une roche argileuse avec une association minéralogique, bien sûr, contenant la chlorite, la séricite et la muscovite. Il l'a soumise à une température de 570 degrés Celsius et bien sûr à une pression de 2 kilobars. Bien sûr, on sait bien que la roche va se transformer en une roche métamorphique. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque l'apparition de nouveaux minéraux qui sont les plagioclases, la biotite et l'andalosite. Il a refait la même chose. Il a fait augmenter la température à 700 degrés Celsius tout en gardant constante la pression. La roche métamorphique va subir la fusion partielle. On aura une partie liquide qui ne nous intéresse pas car le métamorphisme concerne la partie solide. Dans cette partie solide, on observe qu'il y a toujours les plagioclases et la biotite, mais au lieu de l'andalosite, on trouve la silimanite. Donc, au cours de l'expérience de Winkler, tout en faisant augmenter la température, la roche subit des modifications minéralogiques car il y a disparition de certains minéraux
et apparition de nouveaux minéraux. Bon, si la pression modifie la structure des roches selon l'expérience de Dobré, la température, elle modifie leur composition minéralogique à l'état solide, selon l'expérience de Winkler. Mais normalement, dans le globe terrestre, ces deux facteurs varient en fonction de la profondeur. Plus la profondeur augmente, plus il y a augmentation et de la température et de la pression. Commençons d'abord par l'étude de la variation de la température en fonction de la profondeur dans le globe terrestre. On va travailler sur ce diagramme, qui s'appelle le diagramme, bien sûr, température, pression, profondeur. Dans ce diagramme, on voit bien la présence de domaines en couleur sur lesquels on lit géotherme de collision, géotherme moyen et géotherme de subduction. Pour les trois cas, on remarque que plus la profondeur augmente, plus la température augmente. L'augmentation de la température avec la profondeur représente ce que l'on appelle le gradient géothermique ou géotherme. Sa valeur moyenne est de 3 degrés Celsius tous les 100 mètres dans la croûte continentale, c'est-à-dire qu'à chaque 100 mètres de profondeur, la température augmente de 3 degrés Celsius. Comme le montre bien le diagramme, la valeur de ce gradient varie en fonction des zones terrestres. Dans les zones continentales stables, c'est-à-dire où il n'y a ni subduction ni collision, le géotherme prend cette allure-là. On parle de géotherme moyen. Alors que dans les zones de subduction, le géotherme baisse. Regardez, le géotherme de subduction se trouve en dessous du géotherme moyen. Autrement dit, l'augmentation de la température en fonction de la profondeur est moins importante dans les zones de subduction par rapport aux zones stables. Prenons un exemple pour bien éclaircir les choses. On va travailler dans une profondeur de 45 km. Donc, si on se trouve à une profondeur de 45 km, pour le géotherme moyen, dans cette profondeur règne une température qui varie, si on fait la projection de ce point et de ce point, qui varie entre 550 degrés Celsius et 600 degrés Celsius environ. Environ, bien sûr. Mais à la même profondeur, pour le géotherme de subduction, on fait la même chose. On fait la projection. Sur l'axe de la température, on voit qu'à cette profondeur, la température varie entre environ 300 et 400 degrés Celsius. D'accord ? On va parler maintenant du géotherme de collision. Dans les zones de collision, on voit bien que l'augmentation de la température en fonction de la profondeur est très importante. D'accord? Si on se trouve à une profondeur de seulement 20 km, à cette profondeur, dans une zone de collision, si on fait la projection, la température qui règne est de 800 à 900 degrés
Celsius. Donc, la température est plus importante, même à une faible profondeur. Donc, dans les zones de collision, l'augmentation de la température est très importante, même à une faible profondeur, alors que cette augmentation reste moins importante, voire même faible, dans les zones de subduction, même à de grandes profondeurs. J'espère que ça soit clair. Passons maintenant à la variation de la pression en fonction de la profondeur. Je vais utiliser un schéma simplifié pour bien éclaircir les choses. Sur cette feuille, j'ai dessiné une couche. Bon, la pression varie selon plusieurs facteurs. Ces facteurs influencent la pression au fond de la Terre. Premier facteur, c'est ce qu'on appelle les contraintes tectoniques compressives, indiquées par ces deux flèches. Ces contraintes sont dues au mouvement de convergence entre les plaques. Pour cette couche, plus la zone où se trouve cette couche est active, plus cette pression de contrainte est forte. Et comme vous le savez, déjà, ces contraintes engendrent en général des déformations tectoniques telles que les plis, les failles inverses, les chevauchements et les nappes de charriage. Un deuxième facteur qui influence la pression en fonction de la profondeur, c'est la pression lithosphérique. Qu'est-ce que ça veut dire, la pression lithosphérique? La pression lithosphérique est une pression exercée sur une couche rocheuse par les couches qui la surmontent, c'est-à-dire placées au-dessus d'elle. Dans le schéma, la couche 2 a un certain poids, donc va exercer une pression sur la couche 1, et bien sûr cette pression va augmenter en ajoutant une troisième couche, ce qui veut dire que cette pression varie selon la profondeur. Plus la profondeur augmente, plus la pression lithosphérique augmente, et aussi elle varie selon la densité des roches. Plus les roches sont denses, plus la pression lithosphérique est forte. Dernier facteur, c'est la présence des fluides interstitiels. Les fluides interstitiels, surtout l'eau, H2O et CO2. Bien sûr, la présence de ces fluides accélère les réactions du métamorphisme. On va voir ça après. C'est tout pour cette 4e vidéo où on a vu les facteurs du métamorphisme, soit expérimentalement, soit au niveau du globe terrestre. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.